critiques concernant le rôle dans l'économie. Parmi les critiques, on relève celles avançant le grégarisme qui conduit par esprit moutonnier à financer sans limite le même secteur en provoquant des bulles dommageables. La surfinanciarisation qui conduit à une part excessive du produit net bancaire dans le PIB d'un pays. La montée de l'endettement à 300 et 400% du PIB implique qu'une part massive de la croissance soit captée par les banques. Ce phénomène a été particulièrement fort aux États-Unis et au Royaume-Uni, sans parler de pays comme la Suisse, l'Islande ou l'Autriche. Les abus de position dominante et les ententes surtout en France où la tradition de gestion centralisée du secteur bancaire depuis Pétain, renforcée par les nationalisations périodiques, ont créé des habitudes et une consanguinité importante entre banques, administration et politique. Voir la nomination contestée de M. Pérol, conseiller du président de la République à la tête d'un nouveau conglomérat bancaire formé des banques populaires et des caisses d'épargne. Les conflits d'intérêts nombreux et massifs de la Banque universelle et de la Banque assurance. L'impossibilité pour les entrepreneurs de réussir sans les banques et la dépendance quasi absolue de leur durée au bon vouloir des banques. Les surrémunérations des dirigeants et des hauts cadres sous l'effet de prise de risque excessive ou d'exploitation sans danger de rente de situation, rente de taille, rente d'émission de la monnaie de crédit, rente des prêts à l'État et aux collectivités locales. La réglementation des bonus vus désormais comme scandaleux est à l'agenda du G20. Les excès de la gestion pour compte propre aboutissant à des pertes abyssales, affaire Lison et faillite de Baring, affaire Kerviel pour la Société Générale. Aucune forme de banque, y compris coopérative, n'est épargnée par ces critiques ni par ces dérives. L'absence de contrôle des produits complexes a fort effet de levier, leverage, par des directions dépassées par la complexité des produits. Non-indépendance des analystes et des agences de notation. La course à la taille. Le Crédit Lyonnais, Crédit Lyonnais, Natixi, Dexia, UBS, RBS, Lehman Brothers, Citigroup offrent des exemples d'équipes de direction préoccupées par des gains en taille rapide et récoltant une grosse part de mauvais risques. L'effet déstabilisateur de la création monétaire par le crédit, en période de crise les encours de crédit chutent et par conséquent la masse monétaire manque. L'appropriation du seigneuriage, et en conséquence de l'ensemble des fruits de la croissance économique, par les banques. La confusion des genres entre les différents métiers bancaires, qui conduit à la constitution d'entités dites too big to fail, too big to buy, c'est-à-dire trop grosses pour qu'on les laisse faire faillite, à cause des conséquences sur l'économie réelle, mais trop grosses pour que même un État puisse les renflouer sans se mettre lui-même dans une situation catastrophique. Des solutions ont existé, Glass-Steagall Act, ou sont proposées par des économistes, 100% monnaie. Le débat sur la place des activités financières, principalement réalisées par les banques, dans l'économie ressort à chaque crise financière. En France, le débat agite ainsi le monde intellectuel, après la première vague de libéralisation des marchés. Le Monde Affaires du 28 février 1987 titre ainsi « L'industrie malade de la finance ». L'idée sera reprise dans les polémiques qui concernent le krach boursier dès octobre 1987. Parmi ces critiques figurent l'économiste libéral Bertrand Jacquillat et le banquier nécessaire Gérard Worms. Après l'explosion de la crise des subprimes de 2007-2008, de nombreux observateurs ont de nouveau mis en cause, à travers le monde, le poids du secteur bancaire et financier au sein de l'économie. Certaines études suggèrent que des déséquilibres trop importants en faveur de la sphère financière sont annonciateurs de crises graves. Concernant les rémunérations, l'économiste Thomas Philippon, Université de New York et École d'économie de Paris, a calculé vers 2008 que les salaires de la finance sont 40% au-dessus de ce à quoi on pourrait s'attendre, l'écart le plus important depuis 1929.
Concernant l'emploi des diplômés, selon l'économiste Esther Duflo, MI, École d'économie de Paris, 15% des diplômés de Harvard de l'année 1990 travaillent dans la finance contre 5% en 1975. Elle estime que ce que la crise révèle de manière brutale et coûteuse est que toute cette intelligence n'est pas employée de manière particulièrement productive. Concernant le poids dans l'économie, l'économiste Thomas Philippon a calculé que le secteur financier représente 8% du PIB en 2006, probablement au moins 2 points, soit 33%, au-dessus de la taille qu'il devrait avoir pour exercer sa tâche normale de financement de l'économie. La crise bancaire qui s'approfondit depuis l'été 2007 et qui a conduit à partir de la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 à la quasi-faillite d'un grand nombre d'établissements, dont beaucoup ont dû être nationalisés en tout ou en partie, notamment en Grande-Bretagne, a provoqué une grande accélération de la contestation des banques et de leurs pratiques qui débouchera sans doute sur des réformes importantes et en tout cas sur la fin de la dérégulation mise en place à partir des années 1980. Les banques ont bénéficié de plans de relance garantissant une part majeure des prêts accordés aux PME, à travers des organismes tels que la Banque publique d'investissement en France et la mise en place d'un médiateur du crédit.